est ravis de faire cette rencontre ce soir avec deux auteurs qui, pour une fois, ne sont pas lillasiens mais ne viennent pas de très loin et qui ont tous deux fait le master de création littéraire à l'université Paris 8 Saint-Denis, donc qui restent quand même dans le territoire. Le premier point commun entre leurs deux romans, c'est que ce sont à la fois des romans qui abordent des questions un peu de départ, d'exil, donc depuis l'Afrique. Chez Diadier, on est au Mali. Dans le roman de Sylvain, on part du Sénégal pour arriver en France. C'est des récits qui ont des formes littéraires très différentes et c'est peut-être par ça qu'on va commencer, puisque chez Sylvain, on est dans un contexte d'après-guerre, d'après-Seconde Guerre mondiale, dans un empire français qui a cessé, on est dans une union française. Donc on va retrouver plein de personnages historiques qui ont réellement existé, mais qui sont dans une forme de réalité alternative, d'histoire un peu contrefactuelle. Et c'est assez déroutant. Ouais, bonjour, en tant qu'historien, je suis tombé sur un livre d'un historien américain qui s'appelle Frederick Cooper. Et le titre de son livre, c'est Français et Africains. Et il travaille sur l'immédiat après Deuxième Guerre mondiale. Ce moment où les troupes coloniales avaient vraiment participé à la libération de la France et où se posait la question après la chute du nazisme, de savoir qu'est-ce qui devait en être du colonialisme. Et à ce moment-là, donc dans ce contexte qui était si particulier, il y avait des députés qui venaient des colonies, il y avait des députés qui venaient des tout nouveaux départements d'outre-mer, et ensemble, ils ont porté une loi qui a pris le nom d'un député du Sénégal qui s'appelait Lamine Gueye. Et cette loi, en 1946, elle instituait l'égalité entre tous les ressortissants de l'Empire français. C'est-à-dire qu'avant, il y avait les citoyens, en gros les Blancs, les Européens, enfin les Français de France hexagonale, et il y avait les sujets qui étaient tous les autres, qu'ils soient asiatiques, africains, d'Afrique du Nord ou d'Afrique de l'Ouest. Voilà. Donc là, avec la loi Lamine Gueye, tout le monde est citoyen, il n'y a plus d'un côté les citoyens, de l'autre côté les sujets. Et c'est une loi, en fait, si elle avait été vraiment appliquée, qui aurait été porteuse de bouleversements, à la fois d'un point de vue politique, parce que ça voudrait dire que les colonisés auraient été majoritaires en nombre de voix, et aussi du point de vue social, parce que ça aurait voulu dire donner les mêmes droits sociaux que ceux qui avaient été conquis en 1945 avec le programme du Conseil national de la résistance et les conquêtes sociales de la libération. Il aurait fallu une remise à niveau économique, social dans tout l'Empire. Donc ça ne s'est pas fait. Parce que y a eu, les gouvernements français successifs ont vraiment freiné des quatre fers. Et Édouard Herriot, qui était maire de Lyon et député de Lyon, disait à l'époque « La France ne doit pas devenir la colonie de ses colonies ». Et le résultat, c'est que du côté des leaders d'Afrique de l'Ouest, il y en a beaucoup qui au départ ne réclamaient pas l'indépendance, qui réclamaient une autonomie, qui réclamaient une égalité, mais qui n'étaient pas forcément partisans de l'indépendance. Mais face à tant de mauvaise volonté de la part de la France, l'indépendance est la seule voie qui a été possible. Et donc moi, je fais un coup de force contrefactuel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je change un épisode de l'histoire et j'imagine que cette loi a été appliquée et que le centre de gravité de l'Empire est complètement modifié. Et donc celui qui devient président de cette Union française, qui est une sorte de fédération en fait, qui a un État fédéral, c'est Aimé Césaire. Et il est assassiné par un ultra d'Algérie, parce que l'Algérie est l'endroit où ça coince le plus, parce qu'il y a beaucoup de réticence de la part des Européens d'Algérie à accepter, par exemple, qu'il y a une chambre unique en Algérie, où qu'on soit européen ou musulman, une voix égale, un homme égale une voix, ou une femme égale une voix, ça, ils refusent. Donc ils assassinent Aimé Césaire, et c'est sa femme, Suzanne Césaire, qui était députée, et dans mon uchronie, elle est députée, et elle devient présidente. Voilà, je me suis amusé, c'est-à-dire à faire des petits déplacements, à ce que ça soit plausible, et même si c'est uchronique, même si ça change, mais que ça soit plausible, quoi. Mais c'est extrêmement construit parce qu'il y a la question, là qu'on voit directement de l'union, mais alors vous imaginez quand même des cas particuliers pour l'Indochine, pour la Nouvelle-Calédonie, enfin c'est très pensé aussi sur les crispations qui auraient pu se passer si vraiment l'histoire s'était déroulée autrement. Oui, j'ai essayé de réfléchir à ça et puis d'imaginer quels seraient les personnages historiques qui auraient pu porter ça, quels auraient été les groupes sociaux qui auraient pu s'y opposer. J'essaye de faire intervenir des personnages qui sont souvent un peu méconnus en France, mais qui sont importants. Donc,
Alors là, je dis ça juste pour faire plaisir à Diadier, mais Modibo Keïta, par exemple, ou d'autres, quoi. Et voilà, quoi. Donc j'ai essayé de faire ça et puis d'essayer que ce soit crédible, c'est-à-dire de ne pas imaginer ce monde-là qui devient d'un coup le paradis sur Terre, mais d'imaginer un processus de transition dans lequel y a des mesures qui sont mises en place pour essayer de changer l'ordre ancien pour aller vers un nouveau monde. On va revenir après sur la présentation des personnages, mais pour introduire le livre de Diadier, donc on suit 2 personnages principalement qui partent de leur village au Mali, qu'on va suivre déjà jusqu'à la capitale, puis après en France, à Paris. C'est pareil, la forme est très singulière, la majorité du livre c'est une forme de plaidoirie, est-ce que ça s'est imposé naturellement? Ça imbrique aussi des éléments de réalité politique très concrète, hein, ça commence en 86 et ça dure sur une période d'à peu près 10 ans. Au départ, il y avait un narrateur omniscient qui a raconté l'histoire de ces 2 amis, Toko et Mancha. D'ailleurs, c'était Toko qui, en quelque sorte, était le personnage central de cette histoire, mais au fur et à mesure, j'avais l'impression de construire un récit autour de lui qui était quasiment parfait dans le sens où il n'arrivait presque rien de mauvais, il parvenait à s'intégrer, on ne sait pas par quel aléa, et tout d'un coup, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un personnage qui s'appelait Mancha. Donc, dans la discussion avec mon éditrice, voilà, on a trouvé plutôt intéressant de focaliser le récit sur Mancha. Et à partir de là, il se trouve qu'à un moment donné du texte, c'est arrivé, Mancha s'est retrouvé dans un centre de rétention administrative parce que voilà, il y a eu des événements en 1996 pendant l'été qui l'ont amené dans ce lieu-là. Donc vraiment à partir de cette seconde étape de travail du texte, voilà, on a focalisé sur Mancha qui est là dans cet endroit, qui à la fois s'adresse à l'interprète, qui est là pour traduire les mots qu'il dit dans sa langue, mais aussi à l'avocat. Et le destinataire final de ce message, c'est le juge des libertés qu'il est censé voir après pour qu'il puisse statuer sur le fait de savoir s'il le libère ou s'il le garde dans le centre de rétention en vue de pouvoir l'éloigner du territoire. Donc ce qui était intéressant dans ce dispositif-là, c'est que pendant les 2 ans et demi que j'ai passé dans une association qui s'appelle Interservices Migrants, à traduire pour de nombreux migrants qui venaient du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, parce que j'interprétais entre le français et le soninké, le bambara et le français. Donc ce sont des langues qui ont d'autres langues voisines en fait, qui font partie du même groupe, donc certaines sont intercompréhensibles. Et la plupart du temps, on est tenu par un devoir de neutralité, donc il faut traduire simplement les mots, les émotions, tout le reste, la détresse. On a fait abstraction. Donc, quelque part aussi, j'ai voulu, donc, dans ce dispositif de Mancha qui est dans le centre, qui ne sait pas pourquoi on l'enferme, c'est son prisonnier, alors qu'on lui dit que non, il n'est pas en prison, il est dans un centre. Donc, on lui sort tous les jargons de l'ingénierie administrative par rapport à ces statuts-là. Donc, de vraiment mettre là les émotions, de comment un homme de sa situation, qui sait très peu de choses sur les lois en France, parce que la plupart du temps, les hommes politiques français, quand je les entends, j'ai l'impression que dans leur monde, toutes les personnes qui arrivent en France ont fait des études de droit, savent exactement comment faire, par où passer, alors que pour les personnes lambda, qui ont l'habitude, ne serait-ce que d'aller dans des pays voisins, du Mali, pour eux, voyager, c'est normal en fait. On n'a pas à apprendre par cœur quelle loi, quelle chose, quelle règle. Enfin, ils ne se doutent pas du tout souvent. Ils savent que c'est difficile, ils savent qu'il y a une histoire de papier à peu près, qu'il faut faire des démarches administratives, mais ils ignorent tout du contexte, de qui et comment. Donc, de montrer en fait cette sorte de témérité. On sait que c'est difficile. Voilà, déjà, dès le départ, pour pouvoir venir en France, ils passent par un coxer donc, qui magouille certaines choses pour qu'il le fasse. Donc c'était de montrer du coup cette détresse-là, cette incompréhension vis-à-vis du système français. Donc c'est vraiment cette matière-là que je voulais travailler dans ce dispositif pour vraiment remettre à leur place les émotions et tout le reste. Alors avec le personnage de Toko qui est aussi à ses côtés, avant de repartir sur les personnages de Sylvain, je pense qu'on peut continuer sur cette dualité qu'on a dans le livre. Est-ce que vous voulez nous présenter un peu le point de départ
de ces deux amis d'enfance? Mancha, dont je parlais, vient d'une famille avec une situation assez difficile. Donc, le père a subi un déclassement social. C'était un commerçant. La famille est commerçante depuis des générations, depuis le temps de la colonisation. Il faisait le commerce de la gomme arabique. Ensuite, c'est le grand-père qui faisait le commerce de l'arachide en Sénégambie. Ensuite, le père s'est débrouillé à faire du commerce. Donc, ce n'était pas tout à fait une forme de bourgeoisie, mais il y avait là une aisance financière qui existait. Et tout à coup, tout s'arrête parce que il y a un changement de monnaie. À cette époque, donc c'était Modibo Keïta qui était au pouvoir au Mali, qui a décidé d'abandonner le franc CFA, auquel nous sommes revenus quelques années après. Mais donc, face à ces changements, il y a eu beaucoup de pression politique de la part de la France, de la part des autres pays qui étaient proches de la France. Donc, l'économie malienne a été quelque part étouffée par cela. Donc, beaucoup de commerçants ont connu la faillite. Donc, j'ai utilisé ce fait historique-là pour l'amener vers le père de Mancha, donc, qui subit cette situation. Donc, il a été obligé de revenir à l'agriculture. Et pour les commerçants caïsiens, c'est l'horreur de revenir à la terre. Enfin, souvent, ce sont les propriétaires terriens parce que, voilà, les familles notables, mais pour eux, quitter le commerce pour revenir à l'agriculture, c'est insupportable. Donc, tout son espoir, finalement, reposait sur son fils, qui devait faire le voyage. Quant à Toko, à l'inverse, lui, il est issu d'une famille, on va dire, aristocratique, même si, bon, la colonisation a fait que les privilèges ont également été abolis dans les territoires conquis, comme ça a été fait en France, mais ça reste quand même des personnes qui possèdent beaucoup de terres, donc sont polygames, donc ont beaucoup d'enfants. Donc Toko, lui, est plutôt dans la situation de quelqu'un qui choisit finalement de partir par curiosité ou peut-être par rivalité intrafamiliale parce qu'il a ses demi-frères qui sont déjà un peu partout en Afrique centrale et ailleurs. Donc c'est vraiment deux personnes de situations sociales différentes, mais qui, ayant grandi dans le même village, donc se sont liés d'amitié, se disent tout. Et d'ailleurs, le titre Deux grands hommes et demi, il y a trois raisons à ce titre-là. La première, c'est que c'est une expression qui existe au Mali pour désigner les braves, on va dire. La deuxième raison, c'est que c'est un clin d'œil à Soni Laboutansi. Mais la troisième raison, et pour moi la principale, c'est que dans la cosmogonie bambara, les liens entre les êtres humains, que ce soit le mariage, l'amitié, ou tout autre lien qui peut lier des humains, en fait, ont des âmes, en fait, sont des liens qui sont vivants, mais ce ne sont pas tout à fait des âmes pleines. Donc, c'est en quelque sorte des demi-âmes. Et donc, cette amitié-là, et les deux sont persuadés qu'ils sont liés à vie, quoi qu'ils fassent, tant que le lien ne meurt pas, l'un ne peut pas se débarrasser de l'autre. Donc, c'est vraiment comme ça, sur cette forme de fatalité de l'amitié, que s'est construit la dualité de ça marche pour l'un, ça ne marche pas pour l'autre. Est-ce qu'il est vraiment jaloux est-ce qu'à un moment donné, Mancha est vraiment jaloux de Toko, ou est-ce que c'est une colère vis-à-vis de l'administration française? Donc, ça s'est construit à peu près comme ça. Vos deux textes sont extrêmement engagés, mais cette question aussi du rapport aux étrangers, à la vision de l'étranger, quand elle rencontre Ange, dont elle tombe amoureuse, qu'elle tombe amoureuse d'un Corse, voilà, enfin, il y a ce moment de présentation où il lui explique, il est aux antipodes en fait de ce qu'elle pense elle et de toutes les valeurs qu'elle veut défendre, et où il lui explique en tout cas que elle n'a pas vraiment sa place en métropole. Mais c'est un peu ce que disait Diadier, c'est-à-dire que moi je voulais pas non plus donner une image en disant il suffit de donner le pouvoir aux colonisés et puis tout ira bien, tout sera parfait, quoi, parce que en fait c'est une manière aussi d'essentialiser en faisant croire que parce qu'on a été colonisé, on est forcément bon, quoi. Et donc c'est vrai que le personnage de Galim Diouf, c'est un personnage d'entrepreneur en fait, qui est soutenu par son père aussi, et qui vient en France hexagonale pour faire une carrière politique et une carrière économique, et qui essaye d'utiliser justement, il promet de construire la grande mosquée de Marseille par exemple, il essaye de se faire élire maire de Marseille, il rachète l'Olympique de Marseille. Donc, ce qui m'a permis dans mon livre que l'Olympique de Marseille de Diouf gagne la Coupe d'Europe, donc ça j'y tenais. Voilà, c'est vrai que j'ai aussi créé ce personnage pour éviter d'avoir d'un côté des personnages colonisés qui seraient bons et de l'autre côté des personnages des anciens colonisateurs qui seraient mauvais, quoi. Et de même, Marie des Neiges, elle est attirée par Ange alors que c'est un voyou, en fait, c'est un voyou d'extrême droite, quoi, qui se met au service de la pègre marseillaise
Et en fait, elle est attirée par lui et elle sait qu'elle ne devrait pas être attirée par lui. Elle est aussi attirée par... elle a aussi une liaison avec une étudiante américaine, et donc là, qui correspond plus à ses idées politiques. Mais c'est pareil, Marie des Neiges, elle est jeune, elle a on a tous des contradictions. Des fois, on peut tomber amoureux de quelqu'un en se disant je ne devrais pas, on n'a pas les mêmes valeurs, mais voilà, il y a des choses des fois du corps ou des choses de l'esprit qu'on n'arrive pas à maîtriser. Et donc c'était une manière de mettre de la contradiction aussi dans les personnages. Parce que voilà, c'est comme dans la vie, on n'est pas toujours complètement raccord avec nos principes. Des fois, ça arrive qu'on ne soit pas complètement cohérent. Donc voilà, c'était aussi cette histoire-là quoi, que je voulais mettre en scène. Quoi. Moi, j'ai beaucoup aimé cette contradiction parce que je me disais, si on était en 2024, je pourrais dire, je ne suis pas raciste, ma femme est noire. Ouais, c'est vrai. C'est souvent aussi le portrait de beaucoup de personnes qui, en fonction de leur origine sociale, en fonction de leurs idées politiques, ne veulent pas perdre leurs privilèges, mais voilà, par l'aléa de la vie, des questions qu'on ne pourra pas expliquer, ils tombent amoureux d'une femme issue d'une situation de dominée. En même temps, l'amour est là, mais il reste focalisé sur le fait de ne jamais concéder quoi que ce soit sur les privilèges dont il dispose.